Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation, comme vous l'avez vu dans le titre, des livres parfaits pour le printemps, pour l'ambiance printanière, des lectures toutes douces, mais pas que. Voilà, j'ai sélectionné pas mal de petits livres donc, dans ma bibliothèque et j'espère pouvoir vous convaincre de les découvrir. On commence avec Big Tree de Brian Selznick, donc chez Bayard Jeunesse, qui est un livre assez spécial qui mélange écrit mais aussi illustration. C'est un mélange des deux, un mélange très particulier qui m'a beaucoup surprise. Et surtout, c'est une histoire en même temps très courte puisqu'on a des pages parfois avec seulement une seule phrase. C'est un livre jeunesse, donc avec un format très différent, mais c'est surtout une histoire vraiment magique, semblable à un conte de fées, une histoire onirique, poétique, qui transporte dans un autre monde. Et en même temps, c'est très envoûtant avec ce mélange, enfin ce style donc particulier, comme je l'ai dit. On va suivre ici en fait deux petites graines, donc Louise et Merwin, et ce sont donc les deux petites graines d'un grand platane, et lorsqu'un immense incendie menace la forêt, ces deux petites graines doivent prendre leur envol au plus vite, avec l'espoir de trouver ailleurs la terre fertile dans laquelle ils pourront s'enraciner. Projetés dans l'inconnu, Louise et Merwin vont faire appel à toute leur intelligence et à leur sensibilité. Un voyage extraordinaire commence, plein de dangers, de rencontres et de mystères, et la petite question c'est: et si de leur réussite dépendait aussi l'avenir de la vie sur Terre? Vous voyez un peu le genre, c'est en fait une histoire qui est très difficile à expliquer finalement. C'est quelque chose qui se ressent, une histoire qui peut plaire aux petits et aux grands, qui marque pour sa singularité. C'est un roman qui fait rêver, qui fait aussi replonger en enfance d'une certaine manière, puisqu'on plonge dans une ambiance spécifique, cet hommage en fait à la nature, dans ce voyage qui nous fait plonger dans la beauté de la nature. C'est vraiment une expérience de lecture, un livre qu'on n'oublie pas. Une aventure qui fait passer par mille émotions, qui est palpitante, addictive, tout simplement exceptionnelle, et surtout qui invite à réfléchir, à se questionner sur notre rapport à la nature, à la vie. Ça rend hommage à tout ça. C'était très beau et très surprenant. Un de mes plus gros coups de cœur en tant que roman graphique bande dessinée, c'est bien sûr Lightfall. Le premier tome, donc c'est La Dernière Flamme, c'est chez Gallimard et c'est de Tim Probert. Il y a 3 tomes, il va y en avoir un 4e bientôt, il me semble que c'est le dernier en plus. Et j'ai eu immédiatement un coup de cœur, comme je l'ai dit, c'est une de mes sagas graphiques préférées. Ici, on plonge dans le monde d'Irpa et on va suivre Béa qui vit avec son grand-père, un cochon sorcier qui fabrique des potions et qui est gardien de la flamme éternelle. Quand il disparaît mystérieusement, la jeune fille doit surmonter son anxiété maladive pour tenter de le retrouver. Et sa rencontre avec Cad, un Galdurien aussi enjoué qu'intrépide, pourrait bien changer le cours de son destin. Aventure, amitié indéfectible, paysages époustouflants et créatures dignes d'Hayao Miyazaki, le début d'une quête initiatique, lumineuse et fantastique. Et c'est exactement ça, Lightfall, c'est pour ça que j'ai adoré. C'est très très bien imaginé, j'admire le travail de l'auteur, tout ce qu'il a pu imaginer, puisque c'est un univers très prenant dans lequel on est plongé, fascinant, captivant. C'est une histoire qui envoûte, qui nous transporte donc dans cet autre monde. Les personnages sont très attachants, notre duo, je l'aime à la folie, et le personnage de Béa est très intéressante parce que oui, elle doit combattre son anxiété maladive, et donc c'est très intéressant de voir cette thématique illustrée dans une histoire comme celle-ci. Elle va aussi évoluer, changer au fil de l'aventure grâce à cette quête notamment qui va tous les deux les emmener aux confins de leur monde. C'est très riche, c'est magique, les dessins sont époustouflants, c'est tout simplement magnifique. Une aventure qui se dévore, le monde s'approfondit de plus en plus, on la menace grandit. Je ne peux pas en dire plus puisque c'est quelque chose que l'on découvre au fil des pages. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est passionnant, c'est riche, c'est très bien construit, et on ne peut que aimer Lightfall, ce roman graphique, ce récit qui met des étoiles plein les yeux. Si vous voulez maintenant un univers plus doux, une histoire qui l'est encore plus, j'ai Mémoire de la forêt, le tome 1, donc Les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié chez l'École des loisirs. On est ici sur un roman jeunesse, je tiens à le préciser, c'est important, mais ça peut se lire à n'importe quel âge, puisqu'on a ici des thématiques très sérieuses, très graves, mais abordées avec sensibilité et justesse, donc des thématiques qui peuvent s'adresser aussi bien aux petits qu'aux grands.
Je ne m'attendais pas à tomber en amour pour cette saga, puisque donc oui, il y a 4 tomes, mais je n'ai lu que les 2 premiers pour l'instant. Et chaque tome est basé sur un peu une saison, puisque là c'est le printemps, on a l'automne avec le 2e tome, ensuite l'hiver et l'été. Et waouh, comment expliquer Mémoire de la forêt en fait, c'est compliqué. Mais pour vous raconter l'histoire déjà, c'est tout simplement celle de Archibald de Renard qui vit dans la forêt de Belle-Écorce et au creux de son chêne, il tient sa librairie. C'est une librairie assez particulière où chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Et depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe, lui, cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé chez le libraire il y a des années, mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. Donc à l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité, un périple bouleversant, tellement touchant et émouvant, une histoire qui marque en plein cœur. On va les suivre avec eux dans cette aventure au sein de la forêt. C'est là déjà la découverte d'un monde merveilleux, coloré, pétillant, qui est tout simplement plaisant à découvrir. On sent l'optimisme, on sent la beauté, c'est très immersif. C'est voilà, des animaux, c'est un univers qui, encore une fois, met des étoiles plein les yeux, mais pour sa légèreté, son côté confortable, on va dire. L'auteur traite ici donc de la maladie de l'Alzheimer avec justesse, comme je l'ai dit, donc à travers le personnage de Ferdinand. C'est inexplicable, hein. C'est tout simplement une petite pépite. Je n'ai pas les mots, c'était vraiment incroyable. Il y a aussi de très beaux messages, il y a de très belles illustrations à l'intérieur qui nous plongent encore plus dans cet univers. Et on a surtout un aspect assez important avec tout ce qui est la pâtisserie. On en parle beaucoup, ça donne l'eau à la bouche et ça rajoute un petit quelque chose qui fait du bien. L'auteur nous offre ici une parenthèse enchantée absolument unique, envoûtante, tout simplement magnifique, qui fait mal et en même temps qui fait du bien à travers donc ces thèmes forts. J'ai adoré cette lecture, j'ai adoré le tome 2 aussi, donc il faut découvrir Mémoire de la forêt. Pour un peu de légèreté et d'humour, il faut découvrir le roman jeunesse Bruxelles de Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette. Déjà le roman est magnifique, il faut le dire, et j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour la duologie précédente de l'autrice, donc La ville s'en va, une duologie de fantasy à découvrir absolument aussi. Et donc quand elle a sorti celui-ci, je me suis lancée et c'était un coup de cœur, c'était une pépite, c'était tout simplement génial. On est ici sur l'histoire de 3 oiseaux. On est à Bruxelles et donc depuis le printemps, des œufs se volatilisent. Le Parlement des oiseaux décide de tirer au clair ces disparitions mystérieuses. Et voilà donc les 3 oiseaux dont je vous parlais, puisque la mission est confiée à un trio bigarré. Jaboterne, un pigeon lunaire, Seth, une corneille acariate et Champerdu, un grouche-gorge tapageur. En 8 jours, d'un bout à l'autre de la ville, cette équipe improbable va devoir résoudre l'affaire, quitte à y laisser des plumes. Et comme il est dit derrière, c'est une fable animalière percutante qui pose avec finesse et humour un regard sur la société et son rapport à la différence. Je n'aurais pas dit mieux, tout est résumé là-dedans. Mais ce que je peux rajouter, c'est que c'est une aventure très prenante qui se dévore. Et surtout, la plume d'Éléonore de Villepoix est incroyable. En plus d'être tout simplement fluide à lire, magnifique, il y a ce petit quelque chose, cette touche d'humour, cette légèreté qui change tout. On a des notes de bas de page pleines d'humour. En fait, il faut lire pour comprendre, mais c'est la spécialité de cette autrice et j'adore ça. C'est unique et ça fait de ce récit un récit que l'on n'oublie pas. Tout est très bien imaginé par l'autrice. Nos 3 oiseaux sont tout simplement attachants et c'est un plaisir de les suivre. Mais c'est aussi très drôle. Il y a beaucoup d'humour en plus d'avoir des thématiques plus fortes et plus sérieuses. C'est un excellent mélange, un livre unique, très original qui saura vous transporter et vous faire sourire. Une de mes sagas de coup de cœur de cette année, c'est Persona de Yelena, publié chez Hachette, en tout cas pour les tomes 1 et 2. Les tomes 3 et 4 ont été publiés par l'autrice. Puisqu'ils n'ont pas été donc publiés par la maison d'édition. Le tome 1, je l'avais découvert l'année dernière, mais les tomes 2, 3 et 4, donc c'est celui que je suis en train de lire, je les ai découverts cette année en 2026. Et je vous la recommande déjà là maintenant, même si je ferai une vidéo pour vous parler de ce chef-d'œuvre, en tout cas de cette saga que j'aime plus que tout.
puisque je trouve que ça peut être une très très belle histoire à découvrir au printemps pour la lumière qu'elle dégage, tous les bons sentiments, même si ça reste une saga de fantasy avec beaucoup d'action, de rebondissements et des moments très sombres, mais ça se dévore et en fait c'est encore une fois une saga exceptionnelle qui ne s'explique pas. On venait ici plonger dans le monde de luxe dans lequel les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers, mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse puisque son rêve est d'être libre, tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea est Persona. Or, le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde se fait plus grand que jamais, et c'est le début d'une aventure incroyable qui prend des proportions qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Je parle en connaissance de cause puisque quand je suis dans le tome 4, je vois l'évolution depuis le tome 1 et c'est très impressionnant. J'admire l'imagination de l'autrice puisqu'elle a construit une histoire qui est très bien ficelée. Elle est extrêmement douée pour pour avoir imaginé son univers qui tient la route, qui est intelligemment construit, son intrigue est très bien menée. Et voilà, déjà c'est ça que j'ai adoré avec Persona, que j'adore avec Persona, mais aussi la plume de l'autrice est tout simplement envoûtante, c'est fluide, c'est agréable à lire. Le monde qu'elle dépeint se révèle au fil de la lecture, il apparaît donc très beau, très lumineux, mais bien sûr il y a des côtés plus sombres. C'est tout simplement captivant, c'est riche, c'est aussi très complexe et c'est ce que j'ai adoré. Il y a des rebondissements, du suspense, de l'action. Les enfants donc touchés par la lumière ne sont pas libres et nos protagonistes font partie de ceux-ci. Donc ils essayent de trouver un moyen de rester libres. Il y a beaucoup de thématiques très importantes qui sont abordées, beaucoup de diversité aussi au niveau des personnages. Elle traite avec justesse et sensibilité de plein de sujets. On a aussi différents points de vue, on est plongé dans la tête des différents personnages et c'est aussi très bien fait. Les personnages sont très touchants et réalistes. C'est tout simplement un don pour créer ces personnages. C'est tout simplement une histoire très prenante et captivante, portée par une plume sublime qui vaut vraiment le coup. Franchement, c'est une saga mais unique comme on en voit peu, qui mérite beaucoup plus de succès, qui mérite toute votre attention. Vous reprendrez bien un peu de fantasy avec donc les Whisper Weeks. Là, c'est le tome 1, le labyrinthe sans fin. C'est chez Ozu, c'est Jordan Lees qui a écrit donc cette saga. C'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis. Je n'ai lu que le 1, mais j'ai le 2 et j'ai très hâte de lire le 2. Encore une aventure fantastique, mais ici on est sur de la jeunesse. Je le précise là parce que c'est écrit gros, ça peut aller assez vite. Enfin, c'est un style assez particulier qui convient au roman jeunesse. Et on est plongé alors ici dans le monde de Dédaleum, qui est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Et quand Benjamin, notre héros, est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks. Tout commença par une fissure dans le mur et cette histoire, c'est l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Une histoire qui va vous mettre des étoiles plein les yeux parce qu'on est comme Benjamin, on découvre ce monde magnifique, mais aussi magnifique que cruel, que sombre. Il y a les deux côtés et ça j'ai beaucoup aimé. C'est fascinant, c'est envoûtant. L'auteur nous plonge donc dans ce monde qui est assez fou, qui est encore une fois très bien imaginé, qui est unique, c'est plein de magie. C'est plein aussi d'une atmosphère très particulière qui capture notre attention. Avec cette plume fluide, ces péripéties qui s'enchaînent, il y a beaucoup d'action. J'ai retrouvé, on va dire, l'ambiance, le style de ce que je pouvais lire quand j'étais aussi plus jeune. Il y a cette atmosphère particulière dans les livres jeunesse, je trouve, qui fait que voilà, ça se dévore et on se retrouve comme les personnages qui sont jeunes, oui, mais à découvrir le monde autour de nous et à rêver en fait, puisque c'est toujours un monde qui fait rêver malgré des côtés plus sombres. L'aventure est haletante mais aussi effrayante pour nos personnages, elle est fabuleuse. Et donc c'est ce qui fait que ce roman est difficile à quitter parce qu'on est emporté dans cet univers et en même temps dans ce récit
qui, comme je l'ai dit, représente un peu aussi ce retour en enfance pour ma part. C'est comme une couverture réconfortante, tout simplement merveilleux. Et c'était une très bonne expérience de lire un roman jeunesse comme celui-ci, puisque je n'en ai pas vraiment l'habitude. L'histoire est très touchante, dynamique, foisonnante, très riche, et j'ai très hâte de découvrir dans quelle aventure Benjamia va se lancer dans le tome 2. Si vous voulez encore de la magie, mais sous format manga, j'ai l'Atelier des sorciers à vous proposer. C'est de Kamome Shirahama, donc là c'est l'édition Grimoire, c'est une édition spéciale qu'ils ont sortie. Et il y a 2 tomes du manga dans un gros livre comme ça. Il y a 15 tomes sortis pour l'instant, si je me trompe pas. Et c'est une saga qui est en cours. L'anime est aussi sorti récemment et je peux vous dire que c'est une petite pépite. L'Atelier des sorciers, c'est un de mes plus gros coups de cœur manga, c'est un de mes plus gros coups de cœur de toute mon existence, et donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui, vous en reparler parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ici, vous allez être servi au niveau magie, puisque voilà, on va suivre Coco qui a toujours été fascinée par la magie et qui rêve de devenir une sorcière. Hélas, il y a seulement les élus qui sont nés avec un don qui peuvent pratiquer cet art. Les autres n'ont pas le droit d'assister ne serait-ce qu'au lancement d'un sort. Coco a donc abandonné tout espoir, jusqu'au jour où un sorcier, Kifri, visite la boutique de sa mère. Elle parvient alors à l'espionner et à découvrir la véritable nature de la magie. Au prix d'un événement tragique, elle devient la disciple de Kifri et entre dans un monde aussi enchanteur que destructeur. Il y a tout dans ce résumé et c'est exactement ça l'Atelier des sorciers. Les personnages sont tous incroyables. On a cette ambiance que j'aime beaucoup, ce schéma narratif que j'aime beaucoup, avec donc Coco qui va devenir la disciple de Kifri et donc va apprendre à se servir de la magie et va découvrir aussi les autres disciples de Kifri. Elles vont former un groupe et c'est très touchant, on s'attache à elles évidemment. C'est le groupe d'élèves, le professeur, et j'aime ce schéma comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas que ça, c'est des aventures qui vont s'enchaîner, une menace qui va grandir de plus en plus et qu'on va découvrir au fur et à mesure des tomes. Il y a un côté beaucoup plus sombre dans cette saga, mais c'est très bien mené, très bien construit, on découvre au fur et à mesure. Et j'ai tout simplement été impressionnée par le talent de Kamome Shirahama pour dérouler comme ça son intrigue. Il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, les dessins sont tout simplement magnifiques. Kifri est mon personnage préféré, j'ai besoin de le dire, j'adore ce personnage. Je sais même pas comment expliquer, mais il y a aussi son passé qui est très intéressant. C'est un personnage qui est vraiment captivant. Tout est tout simplement fabuleux. J'ai dévoré tous les tomes, j'ai été emportée par cette histoire. Il y a de tout, c'est une saga qui se lit, qui se vit, qui ne s'explique pas, que je vous recommande. Et si jamais vous n'avez pas envie de la lire, je vous dis, regardez l'animé, il y a 8 épisodes qui sont sortis maintenant. Et l'adaptation est excellente, tout simplement excellente entre le doublage, les couleurs, l'animation, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. C'est vraiment le premier mot qui me vient en parlant de l'Atelier des sorciers. Mais bien sûr, il n'y a pas que la beauté extérieure, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tout simplement exceptionnel. Donc lisez l'Atelier des sorciers. Et le printemps, pour moi, c'est aussi l'occasion parfaite pour lire de la poésie, notamment de la poésie contemporaine. Je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup Pauline Bellissari ou alors Toscanuri qui en a sorti 2 de recueils puisque maintenant elle se concentre sur les romans. Mais il y a plein d'autres autrices que j'aime beaucoup et c'est tout simplement très agréable. Ça se lit au rythme que l'on veut. Ce sont des poèmes donc très libres qui parlent de la vie, des émotions, des expériences vécues par les autrices. C'est très fort, ça fait du bien, ça se fait aussi mal, mais il y a le côté guérisseur, plein d'espoir et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une bonne période pour lire ce genre de choses puisque ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Pour des histoires fortes et profondes, je vous recommande Laetitia Colombani. J'ai lu 2 livres d'elle, La Tresse et Les Victorieuses. Et ce sont des livres qui touchent en plein cœur, qui marquent, puisque ce sont des livres qui ne traitent pas de sujets très légers. Ce sont des sujets très forts et c'est traité avec beaucoup de justesse. Dans La Tresse, on va suivre en fait donc 3 femmes différentes qui habitent dans 3 pays différents. On a d'abord l'Inde avec Smita, qui est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. On a en Sicile Giulia qui travaille dans l'atelier de son père et lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. On a le Canada avec Sarah qui est une avocate réputée qui va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Et donc liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté.
et une histoire qui ne s'oublie pas, qui marque au plus profond du cœur pour sa force et donc sa puissance. J'avais beaucoup aimé ce livre, je n'avais pas vraiment d'attente, même si je savais que c'était un livre qui avait eu beaucoup de succès, qui était assez apprécié. Et donc c'est tout simplement une histoire poignante, la plume est marquante, en même temps poétique, l'histoire en elle-même est tout simplement bouleversante. On passe par mille émotions avec ce roman. Laetitia Colombani, elle fait voyager, elle fait sourire, elle fait grimacer, elle fait peut-être un peu pleurer aussi. Elle fait surtout espérer et donc elle frappe en plein cœur avec son récit. L'autre que j'ai lu, donc c'est Les Victorieuses. On est sur une histoire du même style, aussi très forte. Mais là, on va suivre Solène, qui est une brillante avocate qui tente de se reconstruire après un burn-out. Elle accepte une mission bénévole d'écrivain public et donc elle est envoyée au Palais de la Femme, un foyer au cœur de Paris. Les résidentes s'appellent Binta, Soumeya, Vivettana, Salma ou La Renée et elles viennent du monde entier. Lorsqu'elle voit arriver Solène, elle se montre méfiante, mais Solène est bien décidée à trouver sa place auprès de ces femmes au destin tourmenté. Et un siècle plus tôt, on a Blanche Perron qui œuvre en faveur des démunis. Elle a voué sa vie à l'armée du salut et elle rêve d'offrir un refuge à toutes les exclues de la société. Le chemin est ardu, mais elle ne renonce jamais. Et donc Laetitia Colombani donne vie ici à ces victorieuses anonymes, à Blanche l'oubliée et à toutes celles qui refusent de se résigner. Mon avis rejoint celui de la Tresse puisqu'on est encore sur un récit fort mais surtout très engagé, une lecture bouleversante qui retourne complètement. Là, ce qui m'a marqué, c'est encore une fois les thématiques. On est mis face à une certaine réalité. On va suivre Solène et avec elle, on va ouvrir les yeux, on va rencontrer toutes ces femmes, s'émouvoir, on va être touché par leur humanité. Elles sont toutes très différentes, méfiantes au début, mais elles vont s'ouvrir et elles se révèlent amicales et sincères. J'ai absolument tout aimé de ce livre qui se lit très vite puisque c'est un livre assez court, mais ce n'est pas parce qu'il est court qu'il est moins intense, moins puissant. Il y a un côté poétique, il y a toute cette sensibilité, la sensibilité de Laetitia Colombani, sa plume poétique, son style très particulier. On est face à la pauvreté, face aux femmes en difficulté, c'est un roman inspirant, une ode à la sororité. Un roman qui fait mal mais qui est nécessaire. L'histoire est poignante, inoubliable, surtout très importante. Et on a donc les deux points de vue, celui de Solène et celui de Blanche, et j'ai beaucoup aimé ce mélange, c'était très enrichissant, ça nous permet d'en savoir plus sur cette Blanche Perron, et j'ai trouvé ça passionnant. Encore un récit unique d'utilité publique qu'il faut découvrir. Le printemps peut être aussi l'occasion de lire des livres feel good comme on les appelle, mais donc c'est pour ça que je veux absolument vous parler de Virginie Grimaldi. Alors je dis feel good, mais c'est on va dire un mot très global pour encadrer ces livres, puisque ce n'est pas que ça et c'est parfois pas que feel good, puisque ce sont des livres très poignants qui peuvent faire mal aussi, faire pleurer, qui font passer par plusieurs émotions. Mais donc bon, j'ai sorti ces deux-là, mais en fait tous les livres de Virginie Grimaldi valent le coup et ce que je veux en fait vous dire surtout c'est que ce sont des histoires sur la vie, sur le quotidien, des personnages donc adultes mais très humains, très réalistes. C'est toujours un plaisir de lire chacun de ces livres, surtout que chaque histoire est différente, aucune ne se ressemble et ça se lit très vite. Il y a une magie dans les mots de Virginie Grimaldi, je ne peux pas l'expliquer. Elle a un don, un talent incommensurable pour nous transporter comme ça. Et ce que j'aime surtout, c'est son humour. Elle en a énormément et ses personnages du coup en ont beaucoup, même sa plume est pleine d'humour. Mais elle sait manier parfaitement la légèreté et la gravité. On ressort souvent le cœur rempli d'émotions à la fin de chacun de ses livres parce que c'est fort, c'est intense et on ne s'en remet pas, c'est bouleversant. Mais il y a toujours l'espoir, il y a la beauté de la vie, c'est magnifique, c'est sublime. Elle sait parler à chacun de nous, elle sait aborder tout un tas de thématiques très importantes. Et voilà, je ne vais pas forcément commencer à vous résumer tous ces livres, puisqu'il faut découvrir ces histoires comme ça, en y plongeant et en oubliant le monde autour de soi. Peut-être que ces deux-là peuvent correspondre à l'ambiance printanière, donc avec Tu comprendras que tu seras plus grande, cette héroïne qui va débarquer comme psychologue à la maison de retraite l'État Maris. Elle ne croit plus au bonheur et c'est compliqué pour elle, mais tout va changer évidemment. Et dans Quand nos souvenirs viendront danser, on est dans un quartier, on est dans l'impasse des Colibris. On va suivre en fait tout un groupe de personnes âgées qui vont se battre pour sauver leur quartier puisque le maire veut raser donc cette impasse. Et c'était beau aussi, c'était tout simplement magnifique. Donc lisez Virginie Grimaldi. On peut passer aux young adultes, aux livres ados qui pourront aussi vous faire passer un bon moment.
Tout d'abord avec Les 1000 vies d'Ismaël de Raphaël Caland, donc c'est chez Sarbacane. Un livre qui m'a beaucoup surprise, je ne savais pas forcément quoi en penser avant de m'y lancer et en fait j'ai beaucoup aimé. Et donc on va suivre ici Ismaël qui a 15 ans, qui est en pleine série noire. Il ne s'étonne presque pas quand il disjoncte et qu'il se fait renvoyer du collège. Sa mère, au bord de la crise de nerfs, l'expédie alors chez son oncle à Lyon pour un stage dans un petit resto. Là, Ismaël a une dernière chance, il paraît, une chance de tout rattraper. Sauf qu'Ismaël n'a rien demandé, il est au bout de sa vie et il n'y croit plus, jusqu'à ce que derrière les portes battantes de la cuisine apparaissent Céleste. Elle est apprentie, il est hypnotisé, avec elle un nouveau monde s'ouvre, un monde gigantesque et Ismaël est propulsé dans 1000 nouvelles vies. Vous voyez un peu le côté, je pense, lumineux du livre. Alors ce n'est pas que ça encore une fois, il y a toujours un mélange puisqu'on a aussi des passages plus sombres auxquels je ne m'attendais pas en plus, mais c'est un livre rafraîchissant, pétillant, très agréable, un roman magnifique, inoubliable. Le style de l'autrice est très particulier, il est vraiment exceptionnel, il y a une poésie dans ses mots, dans sa façon de formuler les choses et j'ai beaucoup aimé ça. Donc tout va changer pour notre héros, il va se reconstruire à travers la cuisine et donc il y a ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, simplement captivant, ça donne faim. Les personnages sont réalistes, vibrants, pétillants, on visualise très bien ce qu'écrit Raphaël Caland. Je me souviens que c'est comme ça que je l'ai ressenti surtout, c'est très immersif, il y a un côté magique puisqu'on vit tout ce qu'elle écrit. Tous les cuisiniers vont alors devenir la deuxième famille d'Ismaël, mais aussi la nôtre puisqu'on va s'attacher à eux évidemment. C'est une famille qui illumine le monde, qui nous fait rire. Ils portent donc un récit léger, vivant, mais aussi dur et profond. L'autrice joue avec nos émotions et nous fait passer du rire aux larmes. Elle nous surprend avec beaucoup de rebondissements, mais il y a toujours cette sensibilité et cette justesse que j'ai beaucoup appréciée. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, alors qu'il le faudrait, donc foncez lire Les 1000 vies d'Ismaël. Si vous cherchez ensuite un ovni littéraire, j'ai ce qu'il vous faut avec Félix Rassi de H. Lenoir, publié chez Sarbacane aussi. Alors là, c'est complètement décalé et je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais le résumé laisse comprendre que ce qu'on va lire n'est pas un livre comme les autres, puisque ce résumé, c'est celui-ci. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot, c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné, ces couillons, ils ont envahi la Terre. Et comme leur seul point faible, c'est les poils de chat, ben croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. C'est un livre tout simplement hilarant. Il fait vraiment très rire. Il y a ce côté décalé, vous l'avez bien vu. Parfois un peu vulgaire, mais c'est pas méchant, c'est juste drôle. C'est loufoque, c'est déjanté. C'est un récit science-fiction avec ces extraterrestres. Et très prenant, plein d'actions, plein de rebondissements qui se démarquent donc par son style, ses personnages et son intrigue. Nos deux protagonistes, c'est donc Yacine et Rosamonde qui rédigent dans un carnet le récit de leur péripéties. Ils sont bien différents, notamment dans leur façon de s'exprimer. Et Yacine, il est plus familier, décontracté. Rosamonde, elle est beaucoup plus sérieuse et intelligente. Donc le contraste est très sympa. Ce roman, c'est une comédie parodique qui rappelle les films d'extraterrestres qu'on en a tous déjà vus, je pense. Ça m'a beaucoup plu puisque ça change de ce que j'ai pu lire, tout simplement. C'est très original et c'est surtout un livre qu'il ne faut pas vraiment prendre au sérieux, il faut le prendre au second degré. Il faut accepter de se sentir dérouté, mais on finit par être emporté par l'action, par les scènes touchantes, mais aussi donc, l'humour. C'est léger, c'est fluide, c'est déconcertant, même si on parle de fin du monde, on parle des extraterrestres. C'est saugrenu au niveau de l'idée, ça c'est sûr, mais ça fonctionne et ça se lit très bien. Évidemment, comme c'est un ovni littéraire, ça ne pourra pas plaire à tout le monde, mais en tout cas ça ne laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Et sous son humour, ses références à la pop culture, le rythme frénétique et ce petit grain de folie dont je vous ai déjà parlé, il faut dire que c'est un livre qui en fait raconte la vie, cette envie de vivre, de se battre pour notre survie, de se battre contre les ennemis les plus coriaces, pour protéger la planète Terre, notre chez nous. C'est ça qui ressort à la fin du livre surtout. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ces thématiques fortes que l'on découvre derrière tout cet humour. On peut continuer avec les histoires d'amour légères, sans prise de tête. Pour le printemps, c'est parfait. Avec d'abord donc Cœur cerise donc de Cathy Cassidy. C'est le premier tome de la saga Les filles au chocolat. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Mais bon, c'est pas que l'amour, c'est l'amitié, c'est la famille. Et c'est surtout ce côté léger que je retiens, même s'il y a quand même toujours des sujets assez importants, en tout cas dans les tomes suivants. Et donc dans cette histoire, on va suivre Cherry qui doit aller, qui déménage avec son père, parce que son père va aller habiter avec sa nouvelle compagne.
Cherry donc le suit, mais elle va découvrir que la nouvelle compagne de son père a des filles. Cherry se retrouve donc avec plusieurs demi-sœurs et elle va devoir s'adapter à cette nouvelle vie, mais le problème c'est qu'elle va tomber amoureuse du petit copain de l'une de ses demi-sœurs et ça va être compliqué. Et donc c'est ça, les filles au chocolat, c'est des petites aventures vécues par des ados. C'est toujours très agréable à lire, ça se lit tout seul tout simplement. J'adore la légèreté, les bons sentiments. Et chaque tome sait se démarquer, il y en a au moins 10, en plus ça a été adapté en BD. Bref, une saga dans laquelle il est toujours très plaisant de se replonger. Et je ne peux pas parler d'histoire d'amour sans parler de Heartstopper. C'est donc Alice Oseman, c'est des romans graphiques, ça se présente un peu donc comme ça. C'est un coup de cœur, c'est incroyable Heartstopper. Il y a 6 tomes, enfin le 6e sort, ou alors c'est le 5e et le dernier qui va sortir, qui est sorti, qui sort en juillet. Bref, il y a aussi une série sur Netflix. Mais si vous aimez les histoires d'amour, lisez Heartstopper. Je n'ai même pas les mots, mais c'est tellement bien, c'est tellement beau. C'est très touchant et c'est surtout très réaliste, c'est humain. Et on parle par contre ici aussi de sujets très durs parce qu'on parle de santé mentale, de troubles du comportement alimentaire. Pas forcément dans le premier est plus léger on va dire, même si on parle aussi de harcèlement. Mais c'est un excellent mélange de plein de choses. C'est un livre qui fonctionne très bien comme une couverture réconfortante, comme le livre doudou dans lequel on aime bien se plonger malgré les moments plus sombres et plus compliqués. C'est une très belle histoire d'amour sur deux lycéens, donc deux garçons qui vont tomber amoureux. Et c'est excellent, Alice Oseman est très douée, les dessins sont magnifiques, c'est sublime. Donc lisez Heartstopper, ça ne peut que faire du bien à n'importe quel moment de l'année. Je parlais de poésie tout à l'heure, je parle d'histoire d'amour maintenant, donc évidemment je vous recommande Les Astres brilleront toujours de Pauline Bilézari, publié chez Slalom. En poésie elle est déjà très douée, mais là c'est un roman vers livre et elle est encore plus douée, elle est extrêmement douée, j'aime énormément ce que fait cette autrice. On va suivre ici deux personnages, Céleste et Com. C'est la dernière année de lycée pour Céleste, mais elle est asphyxiée par l'angoisse, alors il lui est impossible de penser à son avenir. Com, lui, il est aussitôt intrigué par l'intensité de cette fille, seulement Céleste repousse sans ménagement tous les gens qui l'approchent de trop près. Ce qu'elle ignore, c'est que le garçon est lui aussi blessé, marqué par la vie et les autres. Chacun dissimule sa douleur à sa façon. Elle est impulsive et explosive, lui il est doux et empathique. Tous deux sont en train de se perdre, à moins qu'ils n'acceptent de se confier, de s'écouter et peut-être de s'aimer. C'est un roman à deux voix, écrit en vers libre, un tour de force littéraire et poétique où l'émotion est sans cesse à fleur de ligne. C'est exactement ça, Les Astres brilleront toujours. C'est un livre qui bouleverse, qui est de ceux qui touchent profondément, qui ne s'oublie pas. L'histoire est puissante, c'est celle donc de Céleste et de Com qui sont différents mais complémentaires, qui vont se trouver, s'aider. Ils sont touchants, ils sont réalistes, ils sont très humains, ils vont avancer ensemble. Ce roman, c'est vraiment tout le talent de Pauline Bilézari, c'est son talent pour mettre des mots sur les mots, pour créer des personnages justes, pour écrire avec sensibilité. C'est une histoire qui fait mal, mais qui guérit aussi, qui renverse, qui bouleverse. Elle n'est vraiment pas facile, mais elle est importante et elle est tellement vraie, c'est inexplicable. Tellement profond, c'est beau, c'est des vers libres, donc ça se lit tout seul, ça se lit très vite, et ça fonctionne très bien. Un roman unique qu'il faut lire sans attendre. Mais il n'y a pas que des romans que je veux vous proposer dans cette vidéo, il y a aussi des bandes dessinées, notamment un peu de fantaisie, de magie. Je trouve que le printemps c'est toujours une bonne période pour se plonger dans des univers fantastiques. On a d'abord Les Licorniers de Victor Dixon et Gloria Marino, donc le tome 1, il y a déjà un tome 2, il y en aura d'autres. Et on est ici sur l'histoire de Romy, qui est envoyée au très strict collège Cornelius suite au décès de sa mère. Elle est jugée trop originale par certains élèves et professeurs, et donc elle décide de s'enfuir un dimanche avant la reprise des cours. Mais son expédition l'amène bien plus loin que prévu, au pays de Fatidi, le 8e jour oublié, caché entre le dimanche soir et le lundi matin. Ce royaume de magie et de sortilège est au bord du cataclysme puisque Zenitha, la reine tyrannique, veut asservir tous les habitants et enchaîner les dernières licornes sauvages à sa volonté. À moins que ne se lève une nouvelle table ronde constituée non pas de chevaliers mais de licorniers, des jeunes gens au cœur pur capables de s'allier aux farouches licornes pour sauver le royaume. C'est une saga en 4 tomes, 4 licornes sauvages, 4 adolescents uniques et 4 vertus à maîtriser.
une histoire qui captive, qui emporte, qui se lit très vite, qui peut plaire aussi aux plus jeunes parce qu'on est plongé dans un univers magique et qui met encore une fois des étoiles plein les yeux. Il y a de l'action, les personnages sont très attachants, il y a aussi un petit côté léger, un peu d'humour. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. C'est une aventure qui débute, qui se poursuit. Donc une très très chouette lecture et des dessins magnifiques, très colorés. Pour un peu de féerie, on a La Sentinelle du Petit Peuple de Fornes, Carbone et Barreau. C'est chez Dupuis, il y a 5 tomes ou 6 tomes, à chaque fois j'oublie, mais j'ai lu que les 3 premiers il me semble, ou les 4, bon je me perds, mais dans tous les cas il faut savoir que j'aime beaucoup cette saga. Encore une fois, vous le voyez, je trouve que ça correspond bien au printemps. On va suivre Elina qui apprend qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple. C'est sa grand-mère Adélaïde qui lui apprend tout, elle est immobilisée en maison de repos. Et sa grand-mère en fait lui lègue son rôle de protectrice et de ces êtres féeriques et garant de l'équilibre de notre terre. Et justement, ils ont besoin de l'aide d'Elina au plus vite. Elle doit suivre les conseils d'Adélaïde pour enfin voir Liam, Nelvina et toutes les autres créatures, mais surtout partir à la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux oiseaux. Et chaque tome, c'est une petite aventure, c'est une petite quête, un objectif à atteindre, et en même temps, on découvre l'univers en profondeur au fil des pages, au fil de l'histoire. Et j'adore, c'est pétillant, c'est coloré, ça met du baume au cœur tout en étant très prenant, très sympa à lire, sans prise de tête. Et puis c'est beau, c'est tout simplement beau. Donc voilà, une saga qui pourrait vous plaire, je pense, si vous voulez passer un bon moment de lecture dans un univers enchanteur. J'en ai parlé aussi récemment, c'est Les Géants de Lilian Drouin et Laurien. Le tome 1, Erin, il y a aussi donc 6 tomes et puis d'autres tomes encore après. On suit ici des enfants dotés de capacités naturelles hors normes. Ce sont des enfants qui sont originaires des 4 coins de la planète. Ils sont tous attirés par une force étrange. Ils répondent à cet appel et ils découvrent alors des créatures gigantesques et ils vont assister à leur réveil. Ces créatures, c'est les géants. Chaque enfant va être connecté à un de ces géants. Et premier tome, on est sur Erin qui va découvrir le sien. Et c'est aussi une très belle aventure, une très belle histoire qui prend toujours des proportions de plus en plus importantes au fil des pages. C'est très prenant, très dynamique. On a aussi ici surtout un hommage à la nature puisque Erin est passionnée par celle-ci et puis son géant est connecté à la nature. Et c'est vraiment une histoire qui se dévore, que j'aime beaucoup, des dessins toujours très colorés et dynamiques, qui sont très beaux, très chouettes à observer, à admirer. Une saga que je suis très contente d'avoir découverte et que je vous recommande. Pour encore une fois beaucoup d'humour, j'ai Les Petites Reines de Magali Le Huche, enfin c'est d'après le roman de Clémentine Beauvais. C'est publié chez Sarbacane. Je n'ai pas lu le roman, mais il me tente beaucoup depuis longtemps, mais je n'avais pu avoir l'occasion. Mais j'avais eu l'occasion de lire la BD, donc j'ai d'abord lu la BD, et c'était tout simplement excellent. On est encore une fois sur une histoire un peu décalée, assez drôle, mais qui cache toujours des thématiques très fortes et très importantes. Depuis 2 ans, Mireille Laplanche était élue boudin d'or du collège Marie Dariussec de Bourg-en-Bresse, mais voilà que cette année, Hakima Idriss, boudin d'argent, et Astrid Blomval, boudin d'or, sont devant elle. Mireille, elle refuse d'être une victime, elle a de la suite dans les idées, et donc elle propose à ses compagnes d'unir leurs forces et d'entamer un voyage à vélo jusqu'à Paris pour se rendre à la garden party du 14 juillet de l'Elysée. La revanche des boudins a sonné. Vous voyez au résumé que c'est assez décalé, c'est totalement déjanté, mais c'est tout simplement génial. C'est féministe, c'est puissant, c'est profondément drôle. On sourit, on rit. J'ai beaucoup aimé les dessins qui correspondent bien à l'ambiance aussi du roman, finalement, de l'histoire. Une aventure en vélo qui va en faire voir de toutes les couleurs à nos héroïnes. C'est touchant, c'est beau, le ton est léger, les dialogues sont pétillants. J'ai tout simplement adoré cette bande dessinée. Alors si vous n'avez pas lu le roman, eh bien lisez la BD ou lisez le roman. Et si vous n'avez pas lu la BD mais que vous avez lu le roman, je peux vous dire que je pense que c'est une bonne adaptation. En tout cas, prise comme ça, sans avoir lu le roman, je peux vous dire que ça m'a énormément plu. On arrive sur les dernières bandes dessinées avec d'abord Dérangé de Manon et Greg Blondin, publié chez Bambou Édition. Il y a 3 tomes, mais les 2 tomes sont connectés c'est une histoire, alors que le 3e est une autre histoire avec un autre personnage. C'est une histoire qui met du baume au cœur, qui fait du bien. C'est une leçon de vie, une très belle histoire, celle de Fleur qui est dans une mauvaise passe. Sa petite voix lui dit bien qu'il faut qu'elle se ressaisisse et qu'elle remette en question certains aspects de sa vie, qu'elle doit manger plus sainement, qu'elle doit faire de l'exercice.
Bref, qu'elle prenne soin de son corps et de sa tête, mais Fleur n'écoute pas, elle ne s'écoute pas. Et alors Lynn, sa petite voix, apparaît subitement dans sa cuisine, et avec une seule mission, que Fleur prenne sa vie en main pour devenir celle qu'elle a toujours voulu être. C'est frais, c'est agréable, c'est drôle, c'est vraiment très drôle. Coloré, toujours, c'est les mêmes choses qui reviennent, mais c'est parce que c'est comme ça que je décris la bande dessinée. J'ai adoré, ça fait vraiment du bien, c'est tout simplement beau et aussi il y a un côté satisfaisant et inspirant. Le deuxième tome était aussi tout aussi génial, le troisième avec un autre personnage aborde d'autres thématiques, d'autres aspects de la vie, et donc c'est génial, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui fait du bien, qu'il faut lire je pense, puisqu'elle apporte beaucoup. Une petite pépite pleine d'émotions, de légèreté, qui saura vous faire sourire. Et quoi de mieux que le printemps, encore une fois, pour se plonger dans une saga doudou, cocooning, que l'on aime redécouvrir souvent, en tout cas c'est mon cas, puisque oui, Lou, je vous le recommande dans cette vidéo, la saga Lou de Julien Nil, c'est chez Glénat. Il y a beaucoup de tomes, mais c'est une saga qui fait du bien, qui fonctionne vraiment comme une couverture rassurante, même si tout n'est pas léger et qu'il y a des tomes plus durs que d'autres. Mais c'est beau, c'est coloré, il y a une ambiance tellement particulière avec cette saga. Et en fait, il faut avoir lu Lou pour le comprendre. En tout cas, moi j'ai grandi avec et ça fait du bien, c'est pétillant et en même temps c'est profond. On a des réflexions par-ci par-là, on s'attache au personnage de Lou, qui est donc cette petite fille blonde que l'on va suivre dans sa vie, dans son quotidien. Et elle va grandir, donc c'est très intéressant. Elle va vivre des expériences, elle va évoluer. Et nous, on la suit à travers ses rencontres, à travers ses activités, à travers toutes ces choses qu'elle va faire. Et on va grandir aussi un peu avec elle, c'est magnifique. Une vraie bouffée d'air frais, Julien Nil est très doué, il faut le dire. Les dessins en plus s'améliorent, enfin on voit qu'ils évoluent au fil du temps aussi. Et on commence avec des petits gags sur chaque page et puis après on est vraiment sur une histoire qui se suit avec une continuité, une intrigue toujours très bien ficelée, très bien menée. Il y a une touche de fantastique quand même, il faut le dire, avec les tomes 6 et 7, bon un peu 8 du coup, mais je trouve ça passe très bien et puis ça permet aussi d'aborder d'une manière assez détournée des thématiques particulières. Donc j'admire tout simplement le travail de Julien Nil et si vous n'avez pas lu Lou, je vous le recommande vraiment. Voilà, c'est tout pour moi pour cette grosse vidéo recommandation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des envies. Si vous aussi vous en avez, donc des recommandations, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire aussi, à me donner votre avis. On espère que le soleil va revenir pour que ce soit vraiment le printemps. En tout cas chez moi, c'est un peu compliqué au niveau du temps. Mais on pourra se rattraper l'été. J'ai déjà hâte de vous parler pilière de l'été ou eh bien recommandations pour l'été. Bref, en attendant, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!